Eh bien bonjour mes amis, les anciens et les nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Alors sur cette vidéo, eh bien vous allez avoir pas mal de vues accélérées, mais aussi des vues en temps réel, de la voix off, des commentaires en direct. Voilà, c'est un mix de tout ça, parce que c'est pas un travail très intéressant, c'est répétitif. Mais pourtant, je veux le consigner pour la mémoire du bâtiment. Et pour moi, c'est important. Alors voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Bon visionnage à vous tous. Bon, et bien voilà, on a terminé de poser le delta en plafond et en mur, vous l'avez vu, hein, pour protéger l'aluminium micro-perforé. Et on va passer à la phase suivante, celle de la pose des contre-lithos qui vont nous permettre de poser le placo-plâtre dessus. Donc ces pièces de bois font 25 mm pour nous permettre de dresser ces murs. Ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit, tiens, les pièces de bois, elles sont droites, les murs à l'extérieur sont droits et à l'intérieur, ils sont droits sur la hauteur, mais il y a des décalages de section à cause du scieur qui n'a pas fait son travail. Il n'a pas respecté la convention de la régularité des sections de bois et à l'époque, j'ai écarté beaucoup de pièces avec mon fournisseur principal qui revend ses bois de construction. On avait trouvé un accord et je lui ai dit, écoute-moi, si on dépasse les 5% de pièces sur le fardeau, j'écarterai les pièces et il faudra que tu me les remplaces. Voilà, je suis exigeant et avec mes clients mais aussi avec moi. Et donc, il a tenu parole, on a pu écarter pas mal de pièces, mais quelquefois, je ne les ai pas toutes écartées, parce que j'ai été obligé de passer par le compromis. Il y avait des pièces qui étaient magnifiques, elles étaient très droites, mais elles n'étaient pas à la section. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai quand même installées sur le mur, en sachant que, aujourd'hui, je le savais, qu'on aurait un décalage jusqu'à 5 mm à l'intérieur, ce qui crée un flash à l'intérieur à la pose du placo, ce qui est totalement inacceptable. Donc, je suis obligé de venir avec ce contre-litelage et obligé de le caler pour arriver à avoir des murs très droits. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et voilà, et je suis obligé aujourd'hui de perdre du temps, alors que théoriquement, si ces sections de bois étaient de section constante, on aurait des murs droits à l'intérieur, et je n'aurais pas à me poser de questions, je pose mon contre-litelage, et ça file, quoi. Eh bien non, on va perdre du temps à cause de ce scieur qui n'a pas fait son travail. Alors, bon, ça c'est... on ouvre et on ferme la parenthèse. Je vais passer maintenant à la mise en œuvre de ce dressage. Il y a encore une fois, il y a une méthode pour le faire. Alors, je vous montre en image, et puis, soit en accéléré, soit en vitesse réelle, comme d'habitude, pour que ces vidéos ne soient pas trop longues. À tout de suite. Alors voilà, je commence par cette partie, c'est la partie la plus complexe, parce que c'est étroit, là-bas il y a les panneaux qui nous gênent, mais ça sera plus simple sur l'autre côté. Donc je commence par la partie la plus complexe. Les tasseaux, je les ai débités, c'est des règles, c'est dans du bois qui est hyper sec. Je vais dresser une horizontale à la base. Je pose ce litho sur la partie basse. Ensuite, je mettrai une pièce de bois collée directement sur le béton, sur la poutre retroussée. Et je vais mettre la même pièce carrément en haut. Voilà, ce qui me permettra de dresser mon mur, puisque je vous l'ai dit, si les sections ne sont pas, si les bois ne sont pas de section identique, je vais, au clouage, enfoncer ma pièce de bois et créer un flash. Alors je vais caler le haut et le bas, bon, ça devrait aller sans problème, et ensuite je vais mettre des pièces intermédiaires. Mais comme le bois peut très bien avoir des différences d'épaisseur, je vais être obligé de mettre une règle à la verticale, de haut jusqu'en bas, pour dresser tous les intermédiaires à la verticale et à l'horizontale. Et oui, ça, c'est parce que il y a par endroit, on a tous ces décalages. Alors c'est ce que vous allez me voir faire maintenant en accéléré, parce que sinon ça prend un temps fou. Des fois, ça va très bien se passer, bim bam boum, 4 coups de clou, c'est nickel. Et puis des fois, on y passe du temps parce qu'on est au millimètre. Et là, j'utilise des cales, des chutes de strates, ou bien, ce que j'ai à l'atelier. Ça peut être des pièces de bois, alors jamais du bois massif. J'utilise toujours des contreplaqués, ou bien des chutes de stratifiées que j'ai. Bon, je débite des bandes et ensuite je cale avec ça pour avoir un réglage micrométrique et sur la totalité de la surface. Alors, bien que ça va être à l'intérieur de water,
on pourrait très bien laisser filer comme ça, mais non, on va faire droit. Comme ça, la règle, elle est constante et on aura des murs droits partout, comme bien même ça reste un atelier. Voilà, mais c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Quand on travaille à la règle, quand on prend une règle qui a déjà travaillé, hein, elle a bossé, on dit, eh bien, elle n'est jamais parfaitement droite. Il y a des fois un demi-millimètre sur 3,50 m, c'est possible. Alors, on repère le côté le plus droit sur les deux côtés. Et on travaillera toujours sur cette face. Ce qui fait que s'il y a un écart, il est constant sur toutes les surfaces qu'on va dresser. Voilà. J'ai remis la canadienne ce matin parce que la fraîcheur revient et ça fait du bien. Alors, derrière moi, j'ai sorti les panneaux parce que je les ai retrouvés hier dans le stock à panneaux. Ils étaient les uns contre les autres. Et simplement pour vous dire voilà, que j'ai retrouvé le premier panneau de mon entreprise. Il a 44 ans. On n'avait que 6 chiffres à l'époque. Voilà. Et c'était sur un bâtiment de pierre que j'avais acheté, mon premier local, tout petit local, mais très content de l'avoir. Et on n'avait pas beaucoup de façade, c'était, je sais pas, il devait y avoir 1,10 m de façade. Et après, il y avait un grand portail, donc je ne pouvais pas mettre plus grand. Ça a été le premier panneau. Ça a été le second. Vous voyez, et là, entre-temps, on avait rajouté 2 chiffres. Aujourd'hui, il y en a 2 de plus, puisque on a le 04 67 48 86 82, un numéro qui est toujours actif, vous m'avez sur les pages jaunes. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième panneau. Et ensuite, quand on a encore changé de local, eh bien, on a installé donc ces grandes bannières de part et d'autre du portail, avec ce panneau sur un côté. La façade était beaucoup plus grande. Et on a mis donc tout le savoir-faire. Alors vous voyez, aujourd'hui, chaque métier est devenu une spécialité. Les gens ne font que de la cuisine, que de l'escalier, que du magasin, que du parquet, que du plafond, que du tournage. Voilà, les gens font que du style, ou que de la restauration. Et ce métier est extrêmement riche, vaste. Quand j'ai appris mon métier, on nous apprenait tout ça. Donc quand on allait voir un menuisier ébéniste, il était capable de faire du décor de cinéma, de la chaiserie, il faisait du parquet, des portes de château, ce qui a été mon cas là, à Frontignan, j'ai fabriqué une porte de château. Et donc il y a
une diversité dans ce métier, une richesse extrême. Et alors aujourd'hui, eh ben, chacun s'est spécialisé et ils ont décomposé un merveilleux métier que j'ai appris bon, avec le compagnonnage. Et puis tout ça, ça s'est éclaté. Alors moi, quand je suis revenu m'installer à Frontignan, eh bien, dans ma personne étaient concentrés tous ces savoir-faire. Donc je répondais à toutes les demandes. Voilà. Les produits que l'on utilisait ont évolué avec la société et nous aussi, on a marché là-dedans. Et donc, c'est pas un métier où, dans tous les métiers d'ailleurs, on est obligé d'avancer. Et au regard de cette expérience, eh bien, on peut justement regarder le futur de façon sereine. Vous vous souvenez de cette citation de Confucius qui dit que l'expérience est comme une lanterne que l'on a accrochée derrière le dos, elle n'éclaire que le chemin que l'on a déjà parcouru. Alors évidemment que quand on se retourne sur l'expérience, c'est un capital, on y voit clair, puisque c'est éclairé. Mais cette expérience, elle permet aussi d'éclairer le futur et ça permet donc d'avoir une longueur d'avance grâce à cette expérience. Alors voilà, c'est une citation que j'ai gardée en mémoire parce qu'elle est belle et elle est pleine de sens. Alors voilà, un métier que j'ai choisi, j'avais 12 ans, et puis j'en ai bientôt 64 là, et donc à 12 ans j'ai choisi mon métier, à 14 ans pile, je commençais mon apprentissage, et aujourd'hui je vais bientôt fêter mes 50 ans de métier. Voilà, et donc là, il y a des petites traces, alors après il y a des photos en pagaille, donc, mais je voulais partager ça avec vous, parce que j'ai retrouvé ça là-dedans, j'avais complètement oublié que c'était là, ça fait un petit moment que c'est stocké. Et alors, évidemment, j'ai du mal à les couper, j'ai du mal à en faire autre chose. Voilà, les panneaux, ils sont là, c'est la mémoire de l'entreprise. Voilà, allez, je vais continuer, moi, à poser mes lithos, mes contre-lithos, pour continuer parce qu'il y a encore pas mal de taf. Et après, il faudra passer à tout ce qui est gaine électrique et l'habillage des placos. Et puis ensuite, il y a encore autre chose. Mais bon, on en parlera plus tard. Elle est trop courte. Bon, je ne vais pas retourner chez mon fournisseur pour acheter une règle. Je vais l'allonger, je te montre quand je fais. Donc voilà, tu as vu, ma règle est creuse. Donc ce trou correspond à une mortaise et cette pièce de bois correspond à un tenon avec un petit épaulement qui correspond à l'épaisseur de l'aluminium de la règle. Je rentre donc mon tenon à l'intérieur de la mortaise et je n'ai plus qu'à faire 3 petits trous pour fixer cette rallonge puisqu'elle est un peu flottante et je fais bien attention de plaquer intérieurement ce tenon pour retrouver l'appui qui me manquait et ne pas avoir à courir chez mon fournisseur pour acheter une règle. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé les 19 cm de surface d'appui. Alors bien entendu, c'est une solution de dépannage, il ne faut pas trop bousculer la règle. Mais comme c'est ponctuel et que j'ai que ce mur-là à faire dans cette longueur, eh bien voilà, j'ai pas eu à courir chez mon fournisseur. Et bien voilà, c'est la fin du mur. Donc on a dressé la totalité de la surface et on a utilisé ces petites cales, des cales de stratifié, une chute que je prends, je coupe des bandelettes. Ça fait 7/10 d'épaisseur. Alors après, il existe des cales en plastique que je n'utilise pas. Et puis, j'utilise des cales de contreplaqué, pas de bois massif, parce que quand on cloue, eh bien, paf, ça éclate. Et derrière, les 2 petits morceaux, ils tombent derrière le mur et tu n'as plus de maintien. Donc du coup, ton mur, il va flotter avec le temps. Et même si c'est pas aujourd'hui, peut-être que dans un an ou 2, eh bien, ta pièce de bois se libérera et tu n'auras que la pointe comme appui. Contreplaqué et stratifié.
Alors voilà, j'ai terminé de poser les grandes plaques et puis j'ai fait les raccords en partie haute au-dessus des linteaux, donc pour aller jusqu'au plafond. Mais je n'ai pas posé mes plaques en contact avec le plafond. Je laisse toujours un dégagement d'air du bas vers le haut pour que les murs soient justement respirants. Et bien voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai terminé donc de poser les rajouts de plaques au-dessus des plaques complètes qui font 2,80 m, mais j'ai pas plaqué mes plaques jusqu'au plafond. J'ai laissé toujours un petit vide d'air pour avoir une respirance du mur. Derrière cette face de placo-plâtre. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la pose du placo? Simplement, sans vous faire un cours sur la pose du placo, en général, eh bien, moi je mets de façon structurelle tous les 50 cm à peu près, hein, donc un renfort horizontal. Et le nombre de vis pour fixer un placo-plâtre en BA13, c'est environ 11 vis au mètre carré. Donc là, elles sont espacées 25-30 cm maximum. Donc voilà, ça fait une plaque qui est bien maintenue. Et là, comme on est sur une fixation bois, je mets du 3,5. 35, donc je vais beaucoup plus loin dans le bois et j'ai une fixation qui est vraiment voilà, pérenne. Voilà, je vais maintenant passer à l'enduisage, le bouchage de tous les petits trous, puisqu'il y a des plaques qui étaient un peu abîmées sur les angles. Et je fais donc un remplissage, mais vraiment un remplissage en négatif, hein, vraiment je ne vais pas chercher à fleurer. Et ensuite je reviendrai avec la bande pour faire la pose des bandes calicot et ensuite vraiment le lissage de l'ensemble. Donc je n'applique pas beaucoup de matière au départ. Je préfère faire plusieurs passes légères pour arriver à un résultat fini, pour avoir le minimum de ponçage. Parce que bon, les matières, les joints, les pâtes à jointer, moi que je prends sèches et que je prépare, eh bien elles sont quand même assez chères maintenant. Avec ces produits-là, ça devient un peu cher. Alors vraiment j'y vais doucement. Et je préfère venir 2 voire 3 couches et avoir un état de surface quasi nickel sorti du couteau. Voilà, ce qui fait que c'est un petit peu plus long, mais ça reste, c'est discutable, parce que finalement, quand on passe le couteau et qu'on a un état de surface qui est lisse, en attendant entre les 2-3 passes que l'on peut réaliser, eh bien, le produit va sécher, il va tirer, et on n'aura pas, le joint ne va pas se creuser. Donc voilà, à toute chose malheur est bon, et je me dis finalement, bon, si j'y reviens 2 fois, voire 3 fois, bon, c'est pas bien grave, parce que plus on va passer de couches, plus elle sera fine. Et donc on dépensera très peu de matière, et il y a des endroits où on ne posera même pas. Allez, alors vous allez me voir faire ça maintenant.
Maintenant, je vais poncer parce que c'est sec. Alors, le joint, il a été appliqué de façon successive, en couches minces, ce qui fait que le ponçage, il va exister évidemment, mais ça va être très rapide parce que c'est simplement pour enlever les petits coups de couteau, les petites reprises, les petits gratons qui sont peut-être restés sur les plaques. Et après, on passera à la peinture. Alors, si vraiment je découvre qu'il y a des manques, alors je ferai une reprise légère. Et ensuite, je viendrai apprêter le mur en totalité. Super, bon. Voilà, le ponçage des joints est terminé. Au bout de, je sais pas, j'ai dû mettre 4 heures à peu près pour faire tous les murs. J'ai laissé travailler la machine tranquillement, c'est un papier en 120. Voilà, j'ai laissé travailler la bécane sans forcer, sans faire de trous sur ce joint qui est une pâte assez tendre. Elle s'applique très bien, grain fin, mais elle se ponce aussi très facilement. Donc il ne faut pas y aller trop dur, sinon on rentre dedans et c'est dommage. Il me reste peut-être deux, trois petits trous à reboucher que j'ai oublié des trous de vis, donc je vais le faire. Puis ensuite, je vais épousseter les murs et je vais passer l'après. Je vais blanchir tout ça. Je vais certainement commencer par toutes les rives, les bas, les angles. Et puis demain, en avant, au rouleau, hein, on va apprêter les murs pour les bloquer. Et puis, pour avoir un bel état de surface, on va avoir une réfraction de la lumière qui sera chouette. Hein, ça sera très très bien. Je vais vous montrer maintenant dans quel état est l'aspirateur que j'utilise. C'est un Festool, je l'ai depuis à peu près une vingtaine d'années. Dedans, on est équipé avec un filtre particulier qui capte absolument toutes les particules en suspension. À l'époque, il était à la norme, alors peut-être que maintenant ça a évolué. Chez Festool, ils ont des systèmes de décolmatage de filtres. Moi, je vous montre comment il est depuis que je l'utilise, depuis une vingtaine d'années. Et je vous montre ce qu'il faut faire, parce qu'il faut prendre le temps de nettoyer le matériel pour qu'il dure. La preuve en est, c'est que celui-là, il a au minimum 20 ans. Alors, voilà, ça veut dire que si on l'entretient, on le fait durer. Et quand on achète du matériel de qualité, ce qui est le cas là, mais bon, je ne vais pas faire la pub pour Festool, vous le savez, c'est vraiment... Il n'y a pas de partenariat là, hein, donc je dis ce qui est vrai, je l'utilise depuis de nombreuses années, donc c'est vraiment un bon matériel. Et donc à partir de là, je vous montre quand même ce qu'il faut faire pour que le matériel, aussi bon soit-il, pour qu'il dure. Parce que bon, à un moment donné, vous pouvez avoir, je dirais, une bonne bagnole, je parle d'une Mercedes, si vous jetez contre un mur en béton, Mercedes, Audi ou autre, elle se cassera. Donc à un moment donné, même Festool ou d'autres marques qui sont
Je ne connais pas d'équivalent. Hein. Bon, mais enfin, l'Alanite, bon, pour ce qui est de Festool, c'est une très bonne marque, mais il faut savoir l'entretenir et le respecter. Tout n'est pas parfait chez eux, ils le savent, mais quand même, ils ont fait de très très belles machines dans l'ensemble de la gamme. Alors, je vous montre maintenant ce que je fais pour que ça dure. Alors, voilà l'engin, voilà l'engin. Donc, il a un système. Donc, vous m'avez vu travailler au ponçage du plâtre. Évidemment, regardez, le sac, il en est plein. Mais ici, on a aussi des filtres. Et ces filtres, c'est des filtres papier, des filtres en carton, qu'il faut savoir sortir et aller nettoyer. Alors ça, ce que je fais, je vais vous montrer, je le claque sur la dalle en béton. Lorsque j'ai fini d'enlever le plus gros en décolmatant le filtre, vous pensez bien que sur cette surface déployée, il y a une quantité de microparticules qui sont stockées. Alors ce que je fais, et ça je le fais en extérieur, vous voyez la poussière elle s'en bat, dans la nature c'est du plâtre. Hein. Alors là, je fais un décolmatage manuel avec la soufflette. Et là, vous vous rendez compte que sur la surface en carton déployée, il y a une quantité de microparticules qui sont emprisonnées à l'intérieur de ce filtre. Alors, si on oublie de nettoyer, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le ventilateur, l'aspirateur va fatiguer, le moteur va chauffer, vous risquez de griller le moteur. Et puis, vous aurez quand même de moins en moins de microparticules qui seront captées par les filtres, hein, donc moins efficaces. Alors, ce gros filtre-là, ce gros sac, il a une fibre spéciale. Il permet d'aspirer une grande quantité d'air, de filtrer une grande quantité d'air, mais de capter toutes les microparticules. À l'époque, le prix du sac, il avait presque coûté aussi cher que l'aspirateur. Mais alors, je n'ai pas la référence en tête, mais enfin, mon chef Festool, ils sauront vous donner les références. Mais c'est pour revenir sur le décolmatage de ces filtres papier. Il faut savoir le faire. Et puis ensuite, renettoyer la machine dans son entier, tout simplement pour capter le maximum de microparticules. Vous m'avez vu aspirer tous les murs. Alors évidemment, j'ai vidé le sac 2 fois, mais j'ai pas nettoyé 2 fois. J'avais fait ça préalablement. Et bien, dans l'atmosphère, je travaillais sans masque parce qu'il n'y a pas la moindre particule. Et quand j'aspire et que par moment le disque échappe un petit peu à la surface, parce que l'aspirateur normalement me colle le disque à la surface, je vois la poussière s'échapper et être de suite réaspirée. Ça veut dire que mon aspirateur il est efficace. Voilà, c'est du ressenti, mais c'est surtout du vécu. C'est du vécu. Alors vous voyez, je vais le nettoyer et puis je vais faire tourner-retourne pour arriver à libérer toutes les particules qui sont emprisonnées. À l'intérieur, elle est revêtue. Alors, c'est une toile extérieurement. Et intérieurement, il y a une fibre qui est une fibre technique. Et donc, j'ai pu constater avec plaisir, avec un réel bonheur, que cette machine, eh bien, lorsque je ponçais, lorsque je faisais ces finitions,
je n'avais pas besoin de masque, je ponçais des journées entières et je sentais pas l'odeur du DB2, même de façon microscopique, ça ne se suspendait pas dans l'atelier. Avec la festool, la Rotex, j'aspirais tout, et franchement, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est surtout ce filtre, et les filtres papier qui sont pour quelque chose. Donc ça a dû évoluer, parce que je vous dis tout à l'heure, 20 ans, mais peut-être que ça fait 25 ans que je l'ai, cet aspirateur, c'est bon, il m'a suivi sur les chantiers, partout. Je n'ai jamais aspiré d'eau avec, on pourrait, je pense, mais je ne l'ai jamais fait, pour conserver l'intégrité et pour éviter de colmater ces sacs et tous ces filtres. Toujours des poussières fines, placo, bois évidemment, ciment, toutes ces choses-là. Et voilà, donc le nettoyage fait durer le matériel et puis la personne aussi, parce que bon, finalement, évidemment qu'on en prend un peu, mais moins on en prend, mieux c'est. Alors voilà, j'ai tout mis là-dedans. Et puis maintenant, je vais le réinstaller, je vais épousseter la machine en extérieur, comme ça, tout ça, ça part, c'est de la poussière de plâtre, hein, c'est pas plus, hein, mais il vaut mieux que ça soit dehors que dans mes poumons. Et puis, je réinstalle tout pour continuer à travailler. La prochaine fois, quand je prendrai mon matériel, il sera propre, je sais que quand je vais le prendre, il sera efficace. Contrairement à des fois des gens de façon domestique, des fois quand je suis chez mes clients, je dis vous avez un aspirateur pour éviter de redescendre au camion. Et quand j'attrape l'aspirateur, petit ou gros, hein, ils sont tous colmatés. Voilà, parce que les gens ils prennent pas le temps de les nettoyer et après ils disent ça marche pas et l'aspirateur il est grillé. Bon. Si on prend du temps à travailler convenablement et à nettoyer convenablement, le matériel est dur. Voilà, il est dur. Allez, je réinstalle ça sur ma machine.